Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Développement économique et stabilité durable, c'est ce que recherche le plus jeune État d'Afrique, le Soudan du Sud. Les forces politiques sud-soudanaises ont pu, au cours de l'année 2018, aboutir à une entente. Le gouvernement ghanéen tend la main aux entreprises. Un financement de 15 milliards de dollars leur sera accordé. Objectif, redynamiser le secteur après la crise de liquidité traversée en 2018. Et puis le Maroc modernise ses moyens de paiement avec le paiement via mobile. Le but, atteindre l'inclusion financière et la réduction de la circulation des espèces. Le Soudan du Sud est en quête de stabilité politique et économique. L'accord du 12 septembre 2018 signé entre le président Salva Kiir et son rival, Riek Machar, marque le début d'un gouvernement d'union. Les explications à ce propos de Corinne Kamseux. En 2018, au Soudan du Sud, plusieurs tractations menées sous l'égide de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, ont abouti le 12 septembre à la signature d'un accord historique. Celui-ci consacre la réconciliation entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. L'accord pourrait surtout marquer la fin d'un conflit qui, depuis 2013, a plongé le pays dans la désolation. Environ 4 millions de personnes déplacées et réfugiées et des milliers de morts. L'arrivée de Riek Machar à la capitale du Sud-Soudan démontre de la solidité de l'accord qui a été signé, mais surtout la pertinence des différentes mesures dont avait été assorti l'accord de paix. Précédemment, plusieurs accords avaient été signés qui ne prévoyaient pas dans le détail comment les deux parties belligérantes allaient coopérer à la gestion de l'État. Cette fois-ci, il y a eu plusieurs mesures qui ont été proposées et qui ont été entérinées par les instances parlementaire. Prise en otage par l'insécurité, l'économie sud-soudanaise, très dépendante de l'activité pétrolière, a sombré avec une croissance négative de l'ordre de moins 7% en 2017. Elle s'est établie à moins 3,8% en fin 2018. Cependant, le gouvernement a décidé de relancer sa production pétrolière pour retrouver dès la fin de l'année 2018 ses performances d'avant-guerre, soit une production de 300 000 barils par jour. Le Soudan du Sud est déterminé à développer ses activités pétrolière et gazière pour renforcer l'économie et poursuivre sa diversification économique grâce à de nouveaux projets d'infrastructure et d'énergie. En attendant une reprise de l'activité pétrolière qui sera effective avec le retour des investisseurs, les autorités s'attellent à mettre en œuvre le pacte de paix qui réhabilite Riek Machar dans son poste de vice-président. Une période de pré transitoire de 8 mois a été lancée à la signature de l'accord. Elle doit aboutir à une transition de 3 ans avec au bout des élections. Pour dynamiser la production agricole locale en Guinée, le gouvernement compte mettre en place une banque d'investissement pour les femmes et les jeunes. Dans ce secteur, la production locale ne représente que 30% du potentiel agricole du pays. Mathilda Diaby. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé la création d'une banque d'investissement destinée aux jeunes et aux femmes dans le secteur agricole. Ces derniers sont invités à se constituer en groupement d'intérêt commun afin de bénéficier d'un financement de la banque. Il s'agira de booster les jeunes, de booster l'employabilité, en tout cas de booster les compétences des jeunes sur le plan agricole pour renforcer bien entendu leur employabilité, mais à travers l'entrepreneuriat. Selon le président Condé, seuls 30% des 6 millions d'hectares de terres fertiles sur l'ensemble du territoire sont exploités. La mise en place de la banque d'investissement devrait booster la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles locaux. Cela s'explique par l'orientation économique que la Deuxième République, n'est-ce pas, avait prise. Je parle du régime militaire dirigé par Lansana Conté qui a accédé au pouvoir en 1985, qui a opté donc pour le libéralisme économique, mais qui n'a pas mis un accent particulier sur le développement des potentialités agricoles du pays. Donc pratiquement tout le monde s'est tourné vers, par exemple, le commerce, mais aussi l'exploitation minière. Pour favoriser la production agricole locale, les autorités guinéennes travaillent de pair avec les instituts de financement internationaux. Par exemple, la Banque africaine de développement soutient le transfert de technologies entre la Guinée et l'Amérique latine. L'objectif étant d'atteindre un niveau de production guinéen de maïs et de soja égal à celui latino-américain. Pour rappel, l'agriculture occupe 80% de la population guinéenne et constitue la première source de revenus pour le monde rural. Au Ghana, le gouvernement apportera son aide aux entreprises en 2019. Un financement de 15,5 milliards de dollars leur sera accordé. Les activités commerciales du pays ont été affectées par une crise des liquidités au sein des entreprises. Ange Bijouno Magno.
Le gouvernement ghanéen entend régler ses comptes avec les entreprises du pays d'ici 2019. Une promesse qui devrait se traduire par un financement de 15,5 milliards de dollars selon les autorités. L'objectif est de permettre à ces entreprises de renforcer leurs capacités après une année 2018 assez difficile. Nous sommes optimistes sur le fait que dès que ces sommes seront versées aux fournisseurs et aux entrepreneurs, le flux de trésorerie au sein du système sera certainement bon et les entreprises pourront prospérer. Le secteur ghanéen des entreprises a traversé en 2018 des situations difficiles, surtout avec la chute du cedi face au dollar. Cette situation a affecté les activités commerciales du pays et engendré une crise de liquidité dans les entreprises avec pour conséquence la difficulté d'honorer les engagements et l'augmentation des dettes. La décision du gouvernement ghanéen de mobiliser des ressources sur les marchés et sur le plan budgétaire pour résorber significativement sa dette intérieure est une décision qui va être opportune. Elle va permettre aux entreprises de faire face aux problèmes de liquidité qui étaient posés par le fait que l'État ghanéen était fortement endetté vis-à-vis d'elle. Elle va participer du redressement de l'équilibre budgétaire du Ghana, ce qui va l'aider dans le cadre de ses programmes avec le Fonds monétaire international. Parce que vous savez que le Ghana est engagé avec le Fonds monétaire international jusqu'au mois d'avril 2019. Le paiement de la dette intérieure devrait pouvoir assainir les finances publiques du Ghana. Le pays est déjà sur une bonne lancée avec un déficit budgétaire qui passe de 8,9% du PIB en 2016 à 4,7% en 2017. De l'électricité pour tous, il s'agit de l'ambition du gouvernement kényan, atteindre un taux d'électrification de 100% dans le pays d'ici 2022. Pour y parvenir, les autorités élaborent des projets, dont un plan stratégique d'électrification de 30 villages. Victoria City. Au Kenya, 30 villages du comté de Tana River, dans la municipalité de Ola au sud-ouest, devraient être électrifiés en 2019. Un partenariat entre la Kenya Electricity Transmission Company et les autorités de la région a été signé. Le plan stratégique d'électrification en préparation devrait générer de nombreux emplois, selon les autorités. Nous avons déjà mis en place un plan directeur pour la municipalité de Ola qui sera mis en œuvre à partir de 2019. Nous ambitionnons d'implanter quelques usines ici, mais notre couverture électrique reste à désirer. Selon les chiffres officiels, seulement 37% de la population a accès à l'électricité dans le comté de Tana River, ce qui ne facilite pas l'industrialisation complète du Kenya. Les zones les plus affectées par la non-couverture d'électricité sont les zones les plus rurales surtout. Ces programmes de l'électrification rurale permettra à une population énorme d'accéder à l'électricité, à faire des petits projets de générateurs de revenus. Il y a les services publics qui sont offerts dans ces zones reculées, notamment les services de santé, notamment les écoles, notamment tout ce qui est communautaire. Donc, mais quand il y a électricité, il y a aussi croissance des touristes dans les différentes communautés couvertes. Dans le cadre de ce plan, les autorités ont aussi annoncé que 2 stations électriques reliant la municipalité de Ola à celle de Boura, également située dans le sud-ouest, seront érigées. À noter que le taux d'électrification national actuel au Kenya avoisine 75%. Les autorités visent l'électricité pour tous d'ici à 2022. Le Maroc table sur la dématérialisation des paiements, un modèle économique qui intègre 2 secteurs incontournables, les banques et les télécoms. Une stratégie qui vise le développement du secteur financier dans le royaume à l'horizon 2020. Regardez ce sujet de la rédaction. Modernisation des paiements au Maroc. La finalisation de l'écosystème du mobile paiement est en cours, une avancée pour le pays. Cette dématérialisation des paiements a pour principaux objectifs l'inclusion financière et la réduction de la circulation du cash, jugé trop coûteux. Le cash circule, mais s'il circule à travers les banques, oui, ça peut apporter quelque chose de positif, mais quand ça va de main en main, c'est votre problème. Parce que le cash peut circuler comment? Parce que dans tous les cas, ça dépend de la politique même du pays. La quantité monétaire qui est en circulation doit être définie par la Banque centrale marocaine. S'ils veulent réduire, qu'il y ait une restriction monétaire, à ce moment-là, ça peut réduire l'inflation. Posséder un smartphone, un accès à Internet et un compte bancaire sont les conditions permettant de bénéficier de cette dématérialisation des paiements. Ce système fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et permet de réaliser différents types d'opérations quotidiennes, du transfert d'argent au paiement d'achat. On ne peut pas dire que c'est vraiment un impact vraiment positif, mais au moins l'économie est arrimée à la mondialisation.
Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau des intermédiations bancaires, il y a une facilité qui s'opère à ce niveau-là. Selon les projections, ce système monétaire initié par la Banque Al-Maghrib et l'Agence nationale de réglementation des télécommunications devrait séduire d'ici 5 ans 6 millions d'utilisateurs et enregistrer 1,3 milliard de transactions, soit 50 à 60 milliards de dinars. Cette modernisation des paiements est rendue possible grâce à la nouvelle loi bancaire du 5 mars 2015 qui introduit une nouvelle catégorie d'organismes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.